Après avoir été abandonnée par ses enfants, Dieu parla à cette vieille dame pour qu'elle aille dans un petit village de province sauver la vie de centaines de personnes grâce aux dons que la terre lui offrait. Dans un hameau reculé, blotti entre des collines majestueuses et des vallées silencieuses, où les récits d'antan se mêlent aux souvenirs du présent, vivait Madame Eulalie, une octogénaire aux cheveux d'argent et au visage empreint de sérénité, dont le regard portait l'expérience d'une vie marquée par les épreuves et les combats. Fille de la terre et habitante de toujours, elle fut jadis le pilier d'une famille qui perpétuait les traditions et les valeurs des anciennes générations. Mais le temps avait apporté des changements irréversibles. Ses enfants, séduits par l'éclat et les promesses de la modernité, avaient déserté le foyer où ils avaient appris à aimer et à préserver ce qui, pour eux, semblait désuet et inutile. Convaincus par le charme des centres urbains, regorgeant de conforts et d'innovations, les descendants de Madame Eulalie s'éloignèrent non seulement géographiquement, mais aussi émotionnellement, oubliant leurs racines et l'importance des liens qui autrefois unissaient les habitants de ce modeste village. Les lettres, jadis fréquentes, devinrent rares. Les appels promis ne parvenaient jamais. Le silence s'installait, envahissant peu à peu le jardin délaissé de ses espoirs maternels. Par les nuits les plus froides, lorsque le vent sifflait, d'un ton mélancolique à travers les interstices des vieilles fenêtres en bois, Madame Eulalie ressentait le poids écrasant de la solitude. Ses doigts ridés caressaient des photographies jaunies par le temps, images figées de sourires qui semblaient désormais appartenir à des inconnus. Des larmes muettes mouillaient les cadres, se mêlant à la poussière accumulée au fil des années d'oubli. « Pourquoi êtes-vous parti sans vous retourner ?» murmurait-elle au mur vide qui autrefois résonnait des rires d'enfants. L'écho de sa propre voix était la seule réponse qu'elle recevait, amplifiant l'absence qui hantait chaque recoin de cette maison désormais trop vaste pour une seule femme. Malgré l'abandon et l'amère solitude qui auraient pu la consumer, la vieille dame décida de transformer sa douleur en source d'inspiration et de renouveau, trouvant dans sa foi et sa communion avec la terre la force de réécrire sa propre histoire, et sans le savoir, celle de tout le village. Un matin particulièrement éprouvant, alors que le fardeau des souvenirs semblait insupportable, Madame Eulalie s'agenouilla devant le petit autel improvisé dans sa chambre. « Seigneur, implora-t-elle d'une voix chargée d'émotion, ne me laisse pas mourir de tristesse. Si mes enfants n'ont plus besoin de moi, montre-moi qui a encore besoin de l'amour que j'ai à offrir. » Le silence qui suivit sa prière fut différent. Il n'était plus vide comme avant, mais empli de possibilités. En se levant, ses yeux se posèrent par la fenêtre sur le terrain abandonné en face de sa modeste demeure, une terre aride, pierreuse, oubliée comme elle. Et à cet instant précis, une étincelle s'alluma dans son cœur. Avec courage, elle se mit à consacrer son temps à la création d'un jardin devant sa petite maison, se moquant des regards de pitié et de méfiance de ceux qui jugeaient ses efforts vains. « La vieille Eulalie a perdu la raison », murmuraient certains. « Pauvre femme, elle essaie de combler le vide laissé par des ingrats », commentèrent d'autres. Mais elle n'écoutait pas, ou faisait semblant de ne pas entendre. Guidée par des mains calleuses et une détermination silencieuse, elle se mit à cultiver de petites parcelles, des herbes aromatiques, des fleurs aux couleurs éclatantes et des arbres fruitiers, chaque plante devenant une graine d'espoir pour un avenir meilleur. La terre rude résistait d'abord, comme pour mettre sa persévérance à l'épreuve. Ses épaules courbées enduraient la douleur à la fin de chaque journée, mais une nouvelle lumière brillait dans ses yeux à la vue de chaque jeune pousse, timide, défiant les probabilités. « Poussez !» murmurait-elle aux plantes comme à de tendres enfants. « Poussez et montrez au monde que même le sol le plus éprouvé peut engendrer de la beauté. » Dans ces mots simples se cachait le message qu'elle tentait d'intégrer elle-même. Qu'un cœur brisé peut malgré tout renaître en fleurs. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. La sueur et les larmes de Madame Eulalie nourrissaient cette terre autant que l'eau qu'elle puisait chaque jour dans le puits. Peu à peu, le miracle commença à se manifester. Là où régnait autrefois la désolation, une palette de couleurs dansait au gré de la brise. Le parfum des fleurs vint remplacer l'odeur de l'abandon qui planait sur l'endroit. Ce qui semblait n'être qu'un projet solitaire de simple
Embellissement du paysage se mua en un appel à la réinvention et au renouveau des cœurs. Une petite fille fut la première à le remarquer. Curieuse et émerveillée, elle s'arrêta devant le jardin naissant, les yeux écarquillés d'admiration. « Madame, pourquoi vos fleurs sont-elles plus colorées que celles du village ?» demanda-t-elle, innocemment. Madame Eulalie sourit, sentant son cœur se réchauffer pour la première fois depuis bien longtemps. « Parce qu'elles boivent mes histoires avec l'eau, petite. Et des histoires tristes, lorsqu'elles sont bien racontées, se transforment en des teintes magnifiques. » La fillette sourit, enchantée par cette réponse, et revint dans l'après-midi en traînant sa grand-mère. Le lendemain, elle amena un ami. Ainsi, comme par un enchantement silencieux, les villageois qui jusque-là se retranchaient dans l'isolement et le conformisme face aux difficultés de la vie rurale commencèrent à se rapprocher de la demeure de Madame Eulalie, non seulement pour admirer les fruits de son travail, mais aussi pour renouer avec la valeur du soin mutuel et du partage. Parmi ces visiteurs se distinguait Joseph, le forgeron, homme de peu de mots aux nombreuses cicatrices, tant sur ses mains martelées par le labeur que sur son âme marquée par les pertes. Veuf depuis 15 ans, il s'était refermé sur sa forge et dans le silence, fabriquant des outils pour le village sans jamais retrouver le sourire. Sa résignation fut remplacée par une nouvelle curiosité, en voyant éclore le jardin de « Madame Eulalie, comment faites-vous pour faire naître des roses dans un sol aussi ingrat ?» demanda-t-il un jour, sa voix rauque par le peu d'usage. « De la même façon que l'on rallume l'espoir dans un cœur meurtri, cher Joseph. Avec patience, des soins quotidiens et la certitude que rien n'est définitivement perdu tant qu'il y a quelqu'un pour en prendre soin. » Ces mots frappèrent le forgeron tel un marteau bien ciblé, brisant la carapace de protection qu'il avait érigée autour de son cœur. Ce même jour, il revint avec des outils de fortune pour aider à l'entretien du jardin. Dans les jours qui suivirent, il installa un système d'irrigation simple mais efficace, canalisant l'eau de pluie pour nourrir le jardin en pleine croissance. On distinguait également Isabelle, la jeune idéaliste de 17 ans qui avait toujours rêvé d'un changement social, voyant en la vieille dame un exemple vivant de résilience et de dépassement de soi. Fille de l'institutrice du village, Isabelle avait grandi en lisant des livres sur des mondes lointains et sur les possibles métamorphoses, sans jamais imaginer trouver une telle source d'inspiration si près de chez elle. « N'avez-vous pas de colère contre eux? Vos enfants, je veux dire, demanda-t-on un jour, alors qu'elle aidait à cueillir des herbes pour préparer des tisanes. Madame Eulalie resta un moment silencieuse, le visage plissé de réflexion sous son large chapeau de paille qui la protégeait du soleil. La colère est comme le sel dans la terre, ma petite. Elle semble préserver, mais en réalité empêche l'éclosion du neuf. J'ai ressenti de la colère, oui. Cela fait encore mal ici, dit-elle en posant une main sur sa poitrine. Mais j'ai appris que garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. Seule la douleur serait à mon compte. Je préfère transformer cette douleur en beauté. Isabelle absorbait ces paroles comme autant de gouttes précieuses de sagesse, comprenant que les véritables révolutions naissent de l'intérieur, dans la capacité de transformer la douleur en action constructive. Dès lors, elle devint une présence assidue au jardin, entraînant d'autres jeunes du village, autrefois perdus dans la monotonie de la vie rurale et incapables de s'en aller. Cette cohabitation spontanée et enrichissante donna naissance à une communauté qui, jadis marquée par la solitude et l'oubli, battait désormais au rythme d'une nouvelle vie, où le dialogue et la solidarité reprenaient place en tant que valeur fondamentale. Le jardin devint un lieu de rencontre, un espace où les histoires se partageaient, où le savoir s'échangeait et où les blessures du cœur étaient exposées à la lumière curative de la compréhension mutuelle. Au crépuscule, lorsque le ciel se teignait de nuances orangées, de véritables cercles de discussion se formaient sous l'ombre d'un grand platane que Madame Eulalie avait planté au centre du jardin. Là, le vieux Augustin, que tous considéraient comme sénile et inutile, se révéla gardien d'anciennes recettes médicinales, enseignant aux plus jeunes comment reconnaître les vertus curatives de chaque plante. Madame Constance, veuve solitaire à l'image d'Eulalie, redécouvrit le plaisir de partager ses talents culinaires,
transformant les récoltes du jardin en plats nourrissants pour le corps et l'âme lors des rencontres communautaires. Las saisons s'enchaînèrent et le jardin évoluait, reflétant les cycles mêmes de la vie. Affrontant périodes de sécheresse et défis climatiques, le jardin de Madame Eulalie devint le symbole de la persévérance et de la capacité de transformer l'adversité en force. Chaque graine, chaque fleur semblait raconter l'histoire d'une renaissance possible, où l'abandon se muait en amour et où la douleur se changeait en enseignement profond. C'est lors d'une sécheresse particulièrement sévère que le village découvrit l'ampleur de la transformation opérée. Lorsque les puits commencèrent à s'assécher et que les cultures flétrissaient sous un soleil impitoyable, nombreux furent ceux qui craignaient la fin du jardin, devenu le cœur battant de la communauté. Pourtant, le système de récupération d'eau imaginé par Joseph, étendu par d'autres villageois, s'avéra efficace même dans ces moments difficiles. Plus significatif encore fut de constater qu'en dépit de l'adversité, personne ne songea à abandonner cet espace ou à le laisser périr. Un roulement fut organisé pour arroser les plantes les plus vulnérables, rationnant cette eau précieuse, tout en garantissant la survie de ce qu'ils considéraient comme un patrimoine collectif. Les enfants transportaient de petits seaux. Les aînés partageaient des savoirs ancestraux sur les plantes résistantes à la sécheresse, tandis que les jeunes creusaient des canaux ingénieux afin de maximiser l'usage de la moindre humidité. « Voyez-vous » commenta Monsieur Antoine, le doyen du village, observant avec fierté cette mobilisation solidaire. « Il a fallu une vieille abandonnée par ses enfants pour nous enseigner ce qu'est une famille véritable. » Cette phrase, simple mais chargée de vérité, se répandit dans le village telle l'ondulation d'un lac paisible après le jet d'une pierre. À partir de cet endroit, les habitants commencèrent à redécouvrir des traditions oubliées, à organiser des rencontres et des fêtes qui favorisaient la cohésion et la guérison des blessures laissées par un passé de négligence affective. La fête de la moisson, depuis longtemps délaissée, fut ressuscitée avec un enthousiasme renouvelé. Sous la lumière tamisée de lampes artisanales et au son de violons et de flûtes joués par des mains expertes, la place du village se transforma en une scène de danse que l'on n'avait plus vue depuis des générations. Les anciens enseignaient aux plus jeunes les pas traditionnels, tandis que ceux-ci y incorporaient des éléments modernes, créant ainsi une fusion symbolisant le renouveau de la communauté, des racines profondes soutenant de nouvelles pousses d'espoir. Au cœur de ces festivités, assise sur une chaise spécialement décorée pour l'occasion, Madame Eulalie observait tout d'un regard embué d'émotion. Son cœur, jadis alourdi par l'abandon, débordait désormais d'un sentiment difficile à nommer. Il ne s'agissait pas d'un bonheur superficiel, mais d'une profondeur et d'une signification qui transformait chaque sourire en une fleur dans son jardin intérieur. C'est lors de cette célébration qu'un événement inattendu se produisit. Une voiture inconnue, souillée par la poussière d'un long périple sur des routes mal entretenues, s'arrêta à l'entrée du village. Un homme d'une quarantaine d'années en descendit, vêtu de tenues urbaines inadaptées à ce décor rural, les yeux scrutant les lieux comme s'il cherchait quelque chose de longtemps perdu. « Je cherche Eulalie Mandonc », déclara-t-il, à la première personne rencontrée. « Je suis Michel, votre fils. » La nouvelle se répandit rapidement, interrompant momentanément la musique et les danses. Un silence lourd s'installa. Les regards oscillaient entre curiosité et indignation. À l'égard du nouvel arrivant, nombreux étaient ceux qui connaissaient l'histoire de l'abandon et se sentaient protecteurs envers celle qui était devenue la matriarche symbolique du village. C'est Joseph, le forgeron, qui prit l'initiative de conduire le visiteur jusqu'à Madame Eulalie sans toutefois l'avertir d'un ton sévère. « Elle a bâti sa vie ici sans vous. Ne venez pas effacer ce qu'il a fallu tant de larmes pour construire. » La rencontre entre mère et fils fut comme la collision de deux mondes distincts. D'un côté, la simplicité digne d'une femme ayant transformé le rejet en force créatrice. De l'autre, la figure maladroite d'un homme portant les stigmates, évident d'une aisance matérielle mais dont le regard trahissait le poids invisible de ses remords. « Maman » ne réussit-il qu'à prononcer, sa voix étranglée par l'émotion
et sans doute par le regret. Madame Eulalie le contempla en silence pendant de longues minutes, comme si elle tentait de reconnaître en lui le petit garçon qu'elle avait jadis bercé. Ses yeux, toujours empreints de douceur, exprimaient à la fois un amour indéfectible et une sagesse qui transcendait tout ressentiment. « Es-tu venu seul ?» demanda-t-elle enfin d'une voix calme, aussi apaisante que les eaux d'une rivière ayant survécu à maintes tempêtes. « Oui, Robert et Anne, ils ignorent ma venue. J'avais besoin de vous voir. J'ai appris ce qui se passait ici, dans le jardin, et la transformation du village. Les nouvelles voyagent loin, maman. » Un murmure parcourut la foule rassemblée, témoin discret de la scène. Des parents éloignés, des proches déchus, et des connaissances qui s'étaient éloignées en quête d'une vie meilleure. Renouaient les liens, inspirés par l'exemple sublime d'une femme qui, malgré l'abandon de ses propres enfants, avait trouvé la force de transformer non seulement son destin, mais celui de toute une communauté. Et que cherches-tu? Ici, mon fils? Le pardon? La réconciliation? Ou bien veux-tu simplement assouvir ta curiosité sur la manière dont ta vieille mère a survécu à l'abandon? Les paroles, prononcées sans amertume mais avec une franchise tranchante, frappèrent Michel tel un coup de marteau. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois depuis son arrivée, le masque de la froideur citadine tomba, révélant le visage vulnérable d'un homme conscient de ses erreurs irréparables. « Je viens chercher ce que j'ai perdu, maman. La paix, un sens à ma vie. En ville, nous avons obtenu de l'argent, du statut, du confort, mais il manquait toujours quelque chose. J'ai parcouru le monde en quête de ce vide, jusqu'à comprendre que ce que je cherchais était exactement là où je vous avais abandonné. » Madame Eulalie se leva lentement, s'approcha de son fils et, à la surprise générale, lui prit les mains ridées mais fermes. « Viens avec moi, » dit-elle simplement, le conduisant loin de la foule, vers le jardin qui s'étendait désormais, sur ce qui fut jadis un terrain vague. Sous un ciel étoilé, éclairé par la pleine lune et quelques lanternes improvisées, mère et fils déambulaient parmi des parterres fleuris et de jeunes arbres déjà chargés de fruits. Au fil de leur marche, Eulalie narrait l'histoire de chaque plante, de chaque fleur, liant leur destinée à des moments de douleur, de résilience et de renaissance. « Vois-tu cette roseraie ?» indiqua-t-elle en pointant un buisson particulièrement vigoureux, dont les roses écarlates dégageaient un parfum enivrant. Je l'ai planté le jour où j'ai reçu ta dernière lettre, il y a 7 ans. J'étais si accablé que mes larmes avaient arrosé la terre. Je pensais mourir à l'intérieur, comme si mon âme s'éteignait. Mais regarde comme elle a fleuri, nourrie par une douleur transformée en engrais. Michel écoutait en silence, des larmes muettes sillonnant son visage désormais assombri par la nuit. À chaque pas, à chaque histoire, il comprenait de plus en plus la portée de ce qu'il avait abandonné. Et, paradoxalement, ce que sa mère avait su bâtir à partir de cet abandon. « Je n'ai pas créé ce jardin pour vous faire culpabiliser. Toi ou tes frères, poursuivit Madame Eulalie d'une voix douce mais déterminée. Je l'ai fait pour ne pas sombrer dans la tristesse, pour donner un sens aux jours qui me restaient. Et au fil du temps, j'ai découvert que la famille ne se limite pas à ceux qui partagent notre sang, mais s'étend à ceux qui cultivent notre âme. Ces gens, dit-elle en désignant les villageois qui les regardaient au loin, sont devenus ma véritable famille quand vous êtes partis. » Submergé par l'émotion, Michel tomba à genoux devant sa mère, pleurant comme un enfant. Son apparence citadine complètement dissipée par la force de cette vérité simple. « Pardonne-moi, maman. Je t'en supplie, pardonne-moi. » Madame. Eulalie caressa les cheveux désormais striés de gris de son fils, avec la même tendresse qu'elle réservait à ses plus délicates plantes. « Mon enfant, le pardon est comme l'eau sur une terre asséchée. Je ne te le refuse pas, ni à tes frères. Mais comprends bien, je ne suis plus seulement ta mère délaissée. Je fais partie de cette communauté qui a renaît avec moi. » Cette nuit-là marqua le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du village. Michel retourna en ville, mais non pas comme il était venu. Il emportait avec lui les graines du jardin de sa mère, de véritables métaphores de ce qui devait refleurir en lui. Dans les mois qui suivirent, il revint à plusieurs reprises, finissant par ramener ses frères, ses neveux qu'il avait autrefois négligés, des cousins éloignés qui avaient perdu tout contact. Chaque visite était non seulement une réunion familiale,
mais aussi une contribution au renforcement de cette communauté qui lui avait tant appris sur la valeur du lien véritable. Des ressources, jadis inaccessibles, commencèrent à affluer. Des matériaux pour rénover l'école du village, du matériel médical pour le petit dispensaire, des technologies simples mais efficaces pour optimiser l'irrigation et la distribution de l'eau. Aux yeux des habitants, Madame Eulalie incarnait désormais la sagesse de ceux qui avaient vécu intensément, ayant compris que les véritables trésors ne résident pas dans une modernité ostentatoire ou des possessions éphémères, mais dans la capacité à aimer, sans condition, et à raviver l'espoir même dans les heures les plus sombres. Ces actes et ces enseignements résonnaient dans toute la région, éveillant chez chacun le désir de renouer avec une vie fondée sur le respect, la compassion et un profond sentiment d'appartenance. Ne plante jamais par vengeance ou pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un, répétait-elle, aux jeunes qui se réunissaient désormais régulièrement pour apprendre les secrets du jardin et de la vie. Plante parce que tu crois en la possibilité d'un renouveau, même quand tout autour semble stérile et sans espoir. Ce petit village, jadis oublié sur les cartes et relégué aux marges des priorités des autorités, accueillit désormais des visiteurs curieux, attirés par les récits de la transformation opérée par le jardin d'une vieille dame délaissée. Journalistes, chercheurs, responsables, tous désiraient percer le mystère qui contredisait la tendance générale au dépeuplement et au déclin des campagnes. Quel est le secret de la renaissance de cet endroit ? Interrogeait-il invariablement. Et la réponse, répétée par tous, des aînés aux enfants, était toujours la même, en des mots simples chargés d'une vérité universelle. Nous avons appris de Madame Eulalie que, là où l'on plante de l'amour, même le sol le plus éprouvé par l'abandon peut faire éclore une vie nouvelle. Au fil des années, le jardin s'étendit au-delà des limites de la propriété de Madame Eulalie, se muant en un projet communautaire impliquant tout le village. Chaque famille s'occupait d'un lopin de terre, cultivant aliments, plantes, médicinales et fleurs, dans un esprit de coopération qui assurait à la fois subsistance et beauté du cadre de vie. Dans les classes improvisées sous les arbres centenaires, les enfants n'apprenaient pas seulement des notions scolaires, mais aussi les valeurs essentielles qui avaient surgi grâce à l'exemple de cette femme résiliente. La persévérance face à l'adversité, le pouvoir transformateur du pardon, et la force d'une communauté unie par des liens sincères. Dans un monde de plus en plus marqué par l'individualisme, l'histoire de ce village transformé par le jardin d'une vieille dame abandonnée devint un phare d'espérance, rappelant à tous que les liens humains, lorsqu'ils sont cultivés avec patience et amour, peuvent résister aux tempêtes les plus violentes et faire éclore des beautés insoupçonnées. Les mois s'écoulèrent, et le déclin de la santé de Madame Eulalie se fit sentir. Son corps, qui avait bravé tant d'épreuves, commençait à montrer les marques naturelles de la fatigue. Ses pas se faisaient plus lents, ses mains tremblaient, et sa respiration devenait laborieuse. Pourtant, dans ses yeux, il n'y avait aucune crainte face à l'approche inévitable du dernier voyage. La mort n'est qu'une autre saison dans le cycle de la vie, confia-t-elle un jour à Isabelle, alors qu'elles admiraient ensemble le coucher du soleil d'un automne particulièrement radieux. Comme les feuilles qui tombent pour nourrir de nouvelles pousses, nous partons pour laisser place à de nouveaux commencements. L'important, c'est de semer des graines fertiles pour les générations à venir. Et semer, elle en avait semé, tant littéralement dans son jardin que métaphoriquement dans les cœurs de ceux qu'elle avait touchés. Le legs de Madame Eulalie ne se mesurait pas seulement à la revitalisation du village, mais aussi à ce changement de regard sur le vieillissement, l'abandon et le renouveau communautaire qui se diffusait dans toute la région. Par une belle matinée de printemps, alors que le jardin éclatait en une profusion de couleurs et de senteurs enivrantes, Madame Eulalie demanda à être conduite à son endroit préféré, sous le grand platane centenaire. Là, allongée sur des coussins moelleux, entourée d'enfants venus réciter des poèmes et chanter des comptines apprises à l'école du village, elle sourit paisiblement, son regard se perdant dans le bleu du ciel entre les branches feuillues. « Mes chers enfants, dit-elle d'une voix douce, lorsque l'on plante avec amour, même sur les terres abandonnées, la vie trouve toujours un chemin pour éclore. Souvenez-vous-en lorsque vous affronterez des tempêtes dans vos vies.
Ce jour-là, alors qu'elle se reposait dans sa modeste mais accueillante demeure, Madame Eulalie s'endormit paisiblement et ne se réveilla plus. Son cœur, ayant supporté le poids de l'abandon et trouvé la force de transformer la douleur en beauté, se reposa enfin, sa mission accomplie avec une dignité qui inspirerait les générations futures. La nouvelle de son départ se répandit, rapidement, d'abord dans le village, puis dans la région, et enfin jusqu'aux contrées lointaines, portée par ceux qui avaient connu son histoire. Il n'y eut ni désespoir ni révolte face à cette perte. Seulement la profonde compréhension que son cycle terrestre s'était achevé en toute perfection, tel un bourgeon qui germe, fleurit, fructifie et revient à la terre, laissant derrière lui la promesse de nouvelle vie. Les funérailles de Madame Eulalie se transformèrent en une célébration de la vie inédite de cette communauté. Fidèle à ses derniers souhaits, son corps fut inhumé au cœur du jardin, près du platane qu'elle avait planté dans les premiers jours de sa transformation. Sur ce lieu, des milliers de graines de fleurs sauvages furent semées par des mains de tous âges, assurant qu'au fil des saisons, des explosions de couleurs témoigneraient de la continuité de sa présence, sous une forme renouvelée. Michel, le fils qui était revenu en premier, prit la parole au nom de la famille lors de la cérémonie. Ma mère nous a enseigné, de la manière la plus intense, que l'abandon ne doit pas être la fin de notre histoire. Même lorsque tout le monde s'en va, il est possible de faire pousser des racines si profondes qu'elles attirent non seulement ceux qui sont partis, mais aussi de nouveaux compagnons de route. Sa plus grande leçon fut de nous montrer que le pouvoir de transformation est en chacun de nous, attendant juste d'être réveillé. Ces paroles, prononcées avec une sincérité émouvante, trouvèrent un écho dans le cœur de tous les présents. Chacun fut, d'une manière ou d'une autre, transformé par l'exemple de cette femme simple qui avait refusé de sombrer dans le désespoir, transformant l'abandon en une opportunité de renouveau. Dans les années qui suivirent, le village continua de fleurir, tant au niveau matériel que spirituel. Le modèle de développement communautaire initié par Madame Eulalie fut perfectionné et adapté aux nouvelles réalités, alliant harmonieusement tradition et innovation, enracinement et élan vers l'avenir. La Maison de la Mémoire et du Futur fut inaugurée, un lieu construit collectivement pour préserver l'histoire de cette transformation et planifier les prochaines étapes de ce chemin commun. Ce bâtiment, érigé en mêlant techniques traditionnelles et solutions durables modernes, se dressait au cœur du vaste jardin qui s'étendait désormais sur presque tout le village. À l'âge de 85 ans, fragilisée par le temps mais dont l'esprit restait d'une vivacité inébranlable, Madame Eulalie fut portée en chaise, spéciale par les plus jeunes du village, jusqu'au lieu de la cérémonie. Là, sous le regard ému de centaines de personnes, y compris ses enfants et descendants qui, après tant d'années, avaient renoué avec leurs origines, elle planta une petite pousse de tilleul doré, arbre réputé pour sa longévité et la beauté de son feuillage. Cet arbre, déclara-t-elle d'une voix faible mais claire, verra ce que nous ne verrons pas. Il fleurira lorsque bon nombre d'entre nous auront disparu, mais il portera en lui la mémoire de notre parcours et la promesse que toujours, il est possible de renaître, même lorsque le terrain de nos vies semble irrémédiablement dévasté. Ces mots, simples et empreints d'une vérité éprouvée, touchèrent profondément chacun des convives. La scène résumait l'essence même de leur expérience commune. Transformer l'abandon en appartenance, la désespérance en promesse, la solitude en communauté. Lorsque la nuit tomba sous un ciel constellé d'étoiles, Madame Eulalie s'installa sur le perron de sa véranda, bercée par le lointain son de violons et de flûtes traditionnelles, résonnant depuis la place. À ses côtés, toujours fidèle, se trouvait Joseph, le forgeron, qui ne manquait plus de lui rendre visite quotidiennement depuis que le jardin avait transformé leur vie. « Tu sais, Joseph, » dit-elle en regardant le firmament, « quand mes enfants m'ont abandonné, je pensais être puni pour une faute que je ne comprenais pas. Chaque matin était un fardeau, chaque nuit une éternité de solitude. » Joseph acquiesça, comprenant, sans qu'elle ait besoin de prononcer le moindre mot. « Mais aujourd'hui, continua-t-elle, je vois que cette douleur fut comme l'hiver rigoureux qui précède le printemps le plus éclatant. Sans avoir traversé cette vallée sombre,
je n'aurais jamais découvert la lumière qui sommeillait en moi, attendant d'être révélée. Joseph serra doucement sa main, partageant ainsi la compréhension silencieuse de deux âmes, ayant navigué dans les eaux tumultueuses de la souffrance pour trouver, chacune à sa manière, le port sûr de la réconciliation. « C'est cela, le sens de la vie », murmura Madame Eulalie en pressant légèrement la main de son amie. « Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve tout fait, mais ce que l'on construit à partir des matériaux bruts que la vie nous offre, qu'ils soient faits de joie ou de douleur. » La sagesse contenue dans ces paroles fut le reflet d'une existence vécue avec authenticité. Une vie ayant su transformer l'abandon en une opportunité de grandir et d'inspirer d'innombrables vies. Ce témoignage vivace montrait qu'aucune blessure, si profonde soit-elle, ne doit constituer la dernière page de notre histoire, qu'elle soit personnelle ou collective. Les mois suivants apportèrent des changements subtils mais significatifs dans la santé de Madame Eulalie. Son corps, qui avait vaillamment résisté aux épreuves, commença à faiblir. Ses pas se firent plus lents, ses gestes plus tremblants, sa respiration plus laborieuse. Pourtant, dans ses yeux, aucun signe de peur ne transparaissait, alors qu'elle contemplait l'horizon, proche de la dernière étape. Dans une matinée printanière d'une beauté saisissante, alors que tout le jardin s'embrasait de couleurs vibrantes et de parfums enivrants, Madame Eulalie demanda à être conduite à son lieu favori, sous le grand platane qui dominait le village. Allongée sur des coussins moelleux, entourée d'enfants venus réciter des poèmes et chanter des comptines apprises dans l'école du village, elle sourit paisiblement, ses yeux se perdant dans l'azur clair entre les feuilles du vieil arbre. « Mes petits, dit-elle d'une voix douce, souvenez-vous toujours que lorsque l'on plante avec amour, même sur une terre abandonnée, la vie trouve toujours le moyen d'éclore. N'oubliez jamais cela lorsque vous affronterez les tempêtes de vos existences. » Cet après-midi-là, dans le calme de sa maison modeste mais chaleureuse, Madame Eulalie s'endormit paisiblement et ne se réveilla plus. Son cœur, ayant supporté le fardeau de l'abandon et trouvé la force de transformer la douleur en beauté, se reposa enfin, sa mission accomplie avec une dignité qui inspirerait les générations à venir. La nouvelle de son départ se répandit, rapidement, d'abord dans le village, puis dans toute la région, et enfin jusque dans des contrées lointaines, portées par ceux qui avaient connu son histoire. Il n'y eut ni désespoir ni révolte devant cette perte, seulement la profonde compréhension que son cycle terrestre s'était achevé en toute harmonie, tel un bourgeon qui germe, fleurit, fructifie et revient à la terre, laissant derrière lui la promesse de nouvelle vie. Les funérailles de Madame Eulalie se transformèrent en une célébration de la vie, un hommage vibrant à cette communauté qui, grâce à elle, avait appris que l'abandon n'était jamais la fin. Fidèle à ses derniers vœux, son corps fut inhumé au cœur du jardin, près du platane qu'elle avait planté dès les premiers jours de son renouveau. Sur ce lieu, des milliers de graines de fleurs sauvages furent semées par des mains de tous âges, promettant que, au fil des saisons, de magnifiques floraisons témoigneraient de la continuité de sa présence sous une forme nouvelle. Michel, le fils revenu en premier, prit alors la parole au nom de la famille. « Ma mère nous a enseigné, d'une manière d'une intensité inégalée, que l'abandon ne doit jamais clore notre histoire. Même lorsque tous s'en vont, il est possible de faire pousser des racines si profondes qu'elles attirent à la fois ceux qui nous ont quittés et de nouveaux compagnons de route. Sa plus grande leçon fut de nous montrer que le pouvoir de transformation sommeille en chacun de nous, attendant simplement d'être réveillé. » Ces mots, prononcés avec une émotion sincère, résonnèrent dans le cœur de tous les présents. Chacun avait, d'une manière ou d'une autre, été marqué par l'exemple de cette femme simple qui avait refusé de se laisser consumer par le désespoir, transformant l'abandon en une formidable opportunité de renouveau. Au fil des années, le village continua de s'épanouir, tant sur le plan matériel que spirituel. Le modèle de développement communautaire initié par Madame Eulalie fut perfectionné et adapté aux nouvelles réalités, harmonisant tradition et modernité, enracinement et essor. La Maison de la Mémoire et du Futur devint un centre d'éducation et de recherche, accueillant chercheurs et visiteurs,
désireux de comprendre et de reproduire cette expérience de revitalisation collective. Le jardin, désormais reconnu comme patrimoine commun, s'étendait, encore, se connectant aux espaces naturels protégés et se posant en modèle de restauration écologique dans des zones dégradées. Plus encore, c'était le jardin invisible qui avait fleuri dans le cœur de chacun, la capacité à transformer, l'abandon en appartenance, le désespoir en promesse, la solitude en communauté qui était désormais inscrite dans l'ADN de ses habitants. Les enfants grandissaient en entendant l'histoire de Madame Eulalie, non pas comme une légende lointaine, mais comme une réalité vivante qui se déployait au gré de leurs propres expériences quotidiennes. Dans les soirées de pleine lune, lors des veillées traditionnelles sur la place du village, nombreux étaient ceux qui juraient sentir la présence bienveillante de Madame Eulalie, non pas comme un spectre, mais comme une source inépuisable d'inspiration qui continuait à nourrir la vie collective. Comme le disait souvent Joseph lors des réunions, Madame Eulalie nous a montré qu'en cultivant le jardin de l'âme, avec le même soin que celui que nous apportons à la terre, même le sol le plus épuisé peut devenir le berceau de nouvelles possibilités. Ainsi, l'histoire de la vieille dame abandonnée qui avait transformé un village tout entier continue de se transmettre, telle une semence portée par le vent, trouvant à chaque fois un sol fertile, dans des cœurs ouverts, à la possibilité de semer la beauté là où d'autres ne voient que désolation. Le parcours de Madame Eulalie nous invite à réfléchir sur les priorités de l'existence, rappelant que malgré les horreurs de l'indifférence et de l'abandon, c'est dans la persévérance de l'affection et la volonté de transformer que réside le véritable pouvoir du changement, capable d'éclairer le chemin d'un peuple et de redonner à une communauté sa véritable essence. Chaque fleur dans le jardin de cette vieille dame était le témoignage vivant d'une vérité éternelle. Le cœur humain, tout comme la terre la plus aride, recèle toujours le potentiel d'un miracle de renaissance.